Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis désolé, j'ai pas pu venir parce que, comme le sait Eric, c'est le congrès de la SFCTCV, la Société de chirurgie cardiaque, qui est aussi une société amie des sociétés de réanimation et de cardiologie. Et un peu comme Eric, je, moi, j'aurais discuté l'assistance pour le cas que vous avez présenté, pas forcément l'ECMO parce que je pense que c'est très agressif, mais plutôt l'Impella. Vous allez voir, parce que c'est peut-être à un stade plus précoce, la machine qui peut permettre d'éviter de basculer vers un choc plus avancé. Donc, je vais essayer de répondre en 10 minutes à la question de la place de l'assistance et quelle assistance dans le choc cardiogénique. Ça va être un peu un challenge parce que vous allez voir qu'on dispose de pas forcément énormément de preuves. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la physiopathologie qui a été discutée brillamment précédemment, sauf à rappeler que, comme vous le savez, il y a plusieurs composantes dans le choc cardiogénique, principalement, en tout cas pour ce qui va nous concerner pour décider de l'assistance, une composante de bas débit, d'hypoperfusion et une composante congestive. Mais ce qui est très important de bien comprendre, c'est ce qui a été rappelé précédemment, c'est qu'en fait, il y a un continuum dans le choc cardiogénique entre ce que certains appellent, alors il y a une classification ABCDE, mais entre ce qu'on appellerait du pré-choc ou du choc débutant, du choc plus avancé et du choc un peu dépassé. Et nécessairement, c'est illusoire d'imaginer qu'on apportera la même réponse thérapeutique et a fortiori en termes d'assistance pour ces différents stades de choc, parce qu'on parle probablement pas de la même chose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans beaucoup d'études actuellement qui ne permettent pas vraiment de répondre sur la place des assistances ou les résultats de l'assistance dans le choc, vous allez voir, je vais vous en présenter quelques-unes, c'est parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas des mêmes chocs, donc forcément, les résultats sont directement liés à ça. Je ne reviens pas sur cette question de physiopathologie qui a été discutée précédemment, mais qui était décrite depuis très longtemps avec le choc chaud, le choc froid, le choc humide et sec. Mais c'est très séduisant quand on veut apporter une réponse à la place de l'assistance circulatoire, de se référer dans le choc cardiogénique, de se référer à la physiopathologie. Et quand on regarde des papiers, même un peu anciens, comme celui-ci qui date de 2017, c'est pas si vieux, mais les choses n'ont pas beaucoup changé en fait dans la place de l'assistance dans le choc cardiogénique, puisque c'était l'ambition qu'avait cet article, de répondre à cette question, et tout était résumé là, et globalement, ma présentation pourrait s'arrêter là. On n'a pas de preuves très formelles actuellement pour définir clairement la place de l'assistance circulatoire. Alors, quand on n'a pas de preuves très formelles, eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a tendance à vouloir se raccrocher à la physiopathologie parce que intellectuellement, c'est des constructions qui sont assez séduisantes. Et donc, de dire, on va regarder les mécanismes des différentes assistances et en fonction de ça, on va essayer de définir la place de tel ou tel dispositif pour tel ou tel patient, puisque les différentes assistances qu'on a à disposition, elles ont des mécanismes différents et des effets hémodynamiques tout à fait différents. Là, je vous en ai montré trois. C'est les trois principaux qu'on va discuter. Le ballon percutaneous LVAD, c'est l'Impella et l'ECMO véno-artériel. Donc, avec comme vous le voyez, des effets hémodynamiques très différents, mais on va revenir sur ces schémas parce qu'ils sont très artificiels, vous allez voir. Donc, quand on regarde les différents dispositifs, je vous ai mis ici les assistances qui existent sur le marché. Si on regarde en France, il y en a déjà moins. On a accès qu'au ballon, à l'Impella ou à l'ECLS. L'Impella ou plutôt les Impella, parce que c'est toute une famille. Les Impella, entre de l'Impella de la 2.5 quasiment disparue, l'Impella CP qui est celle qui est typiquement utilisée en salle de cathé, l'Impella 5 qui malheureusement a disparu et qui était très chirurgicale et qui est remplacée maintenant par la 5.5 qui débite pas beaucoup plus mais qui est beaucoup plus cher. Donc voilà les trois dispositifs auxquels on a accès actuellement en France. Alors dans le choc cardiogénique, il y a une étude, l'étude choc 2, qui a montré que dans le choc cardiogénique, le ballon de contre-pulsion n'améliorait pas la survie. Donc ça a un peu réglé la question de la place du ballon dans le choc. On pourrait en discuter parce que je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend beaucoup de quel choc on parle et de ce que l'on regarde. C'est sûr que si on met un ballon de contre-pulsion à un patient qui est dans un choc avancé et des patients qui ont fait un arrêt cardiaque, le ballon ne va pas les sauver, mais vous allez voir beaucoup d'autres dispositifs non plus. Donc, je pense que c'est aussi une question de définition de population. Mais en tout cas, sur les assistances un peu plus avancées, là où on se pose vraiment la question du choc, donc à partir du stade CDE, eh bien, les deux dispositifs qu'on a, c'est l'Impella ou le CLS, avec des mécanismes très différents. Une Impella qui décharge le ventricule gauche, puisqu'elle aspire dans le VG et elle réinjecte dans la aorte. Et puis l'ECMO véno-artériel qui, elle, va drainer les cavités droites et reperfuser
tout l'organisme dans le compartiment artériel, comme le fait une CEC, mais avec nécessairement des retentissements hémodynamiques au niveau ventriculaire qui sont très différents. Mais ces courbes, on va y revenir, vous allez voir, parce qu'il ne faut jamais oublier que toutes ces courbes pression-volume sont en fait extraites de simulateurs. Ce n'est pas vraiment mesuré. Et donc, sur le simulateur de Burkhoff, en fait, vous pouvez mettre un peu les paramètres que vous voulez. Et ça dépend aussi beaucoup de la manière dont vous conduisez votre assistance. Et ça dépend aussi beaucoup du ventricule sous-jacent et du degré d'atteinte du ventricule. Donc, ces courbes-là, c'est celles qu'on nous présente tout le temps pour essayer de nous expliquer que tel ou tel dispositif sera mieux. Mais il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Alors, d'abord, voyons l'Impella. Donc, je vous ai dit, l'Impella, c'est un petit cathéter percutané. À mon avis, c'est le parfait dispositif pour la salle de cathé parce que ça se met très rapidement par voie percutanée, par la fémorale. On traverse la valve aortique comme on le fait pour un TAVI. On le positionne dans le ventricule gauche. Et puis, ça aspire dans le ventricule gauche. Donc, on diminue la PT-DVG. Ça diminue la demande en oxygène du myocarde. Et puis, de l'autre côté, on augmente le débit dans l'aorte. Donc, on améliore la perfusion et aussi l'oxygénation du myocarde. Donc, pourquoi c'est la bonne machine, à mon avis, pour la salle de cathé? Parce que dans le cas de l'infarctus du myocarde, ça répond parfaitement à la physiopathologie de l'infarctus. Et vous allez voir que c'est d'ailleurs dans cette thématique que tous les papiers sur l'Impella, ou presque, ont été faits. Alors, pour revenir à la question de quand est-ce qu'on met l'Impella, quel inotrope, etc., moi, je ne suis pas ni cardiologue ni réanimateur, mais moi, je crois assez à la dobutamine dans le choc cardiogénique, mais peut-être parce que ceux que je vois sont des chocs un peu plus avancés, et donc c'est pas tout à fait, il y a un biais forcément. Il y a plusieurs papiers qui montrent que lorsqu'on met l'Impella à des patients plus précocement, dans l'avancée dans le choc, là, il s'était basé sur les inotropes, les résultats en termes de survie étaient meilleurs. Alors, il y a un biais énorme, parce que si vous avez aucun inotrope, a priori, peut-être que vous n'êtes pas si grave que ça, et que peut-être que même sans Impella, ça serait passé. Et donc, pour aller un peu plus loin, Bazir avait fait un essai randomisé où il a comparé avant l'angioplastie dans les syndromes coronaires, dans des patients qui étaient en choc, mais pas dans des chocs très avancés. Il avait mis dans un groupe l'Impella avant l'angioplastie, dans un autre groupe l'Impella après l'angioplastie. Eh bien, vous voyez qu'il y avait une différence en termes de survie, des meilleurs résultats pour l'Impella implanté précocement avant l'angioplastie. Alors, sur ces données, Kapoor a développé un concept, mais en fait, il a repris le concept qu'avait développé Bartmans quelques années auparavant. C'est le door to unloading, c'est-à-dire de dire quand on a un infarctus ou un syndrome coronaire, avant de revasculariser, on va d'emblée décharger le cœur, ça va diminuer la MVO2, la consommation d'oxygène, et donc diminuer la taille de l'infarctus, et secondairement, on a le temps de le reperfuser. Alors sur des modèles animaux, avec des machines qui déchargent complètement le cœur, ça marche bien et c'est très efficace. Ceci dit, nous, on l'a testé sur des modèles animaux dans le cadre de travaux expérimentaux, et on n'a pas montré de grosses différences. Et donc, on était un peu déçus. On avait comparé l'Impella à l'ECMO, en espérant montrer que l'Impella faisait beaucoup mieux que l'ECMO, puisque l'ECMO augmentait la post-charge du VG. Dans la vraie vie, on n'a pas montré de différence de taille d'infarctus. Et d'ailleurs, quand Kapoor a présenté ses résultats à l'AHA quelques mois plus tard, il n'y avait pas de différence sur la taille de l'infarctus. Alors pourquoi ? Probablement parce que pour pouvoir vraiment diminuer la MVO2 de façon importante, au point de pouvoir diminuer la taille de l'infarctus, il faudrait éliminer tout travail du cœur, et donc ça voudrait dire qu'il faudrait empêcher le cœur d'éjecter, et ça, une Impella CP, c'est celle qui était utilisée, c'est celle qui se met en percutanée, n'en est probablement pas capable, parce que elle débite à 3 ou 4 litres et le cœur il débite au-dessus, et dès que le cœur travaille, dès que le cœur éjecte, le cœur consomme de l'oxygène, donc la MVO2 n'est pas nulle, et donc imaginez diminuer la taille de l'infarctus dans ce contexte, ça paraît un peu illusoire. Alors, pour aller un peu plus loin, dans le choc cardiogénique toujours, les Hollandais, c'est l'équipe d'Henriques, donc aux Pays-Bas, avait fait un essai clinique en disant, dans le choc cardiogénique, on va comparer ballon, dont on a montré avec Thiel et dans choc 2 que ça marchait pas dans le choc cardiogénique, et on va comparer l'Impella, dont ils étaient persuadés que ça marcherait très très bien, et on va randomiser, on va montrer bien une différence en termes de survie. Sauf que pas de chance, l'Impella ne fait pas mieux que le ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique en termes de survie. Pas mieux, pas de différence significative en termes de survie, certaines différences quand même en termes de coût, parce que c'est pas exactement la même chose. Alors, est-ce à dire que l'Impella ne fonctionne pas ? Je pense pas du tout. Je pense simplement, ce que je vous disais précédemment, c'est que ça dépend de quoi on parle, de quel choc on parle, et qu'il y a un continuum dans le choc cardiogénique. Alors, je vais en venir maintenant à l'ECMO véno-artériel, l'autre dispositif qui, lui, va jouer sur la composante de bas débit, pas vraiment sur la composante de congestion.
L'ECMO véno-artériel, vous le savez, hein, c'est une CEC délocalisée hors du bloc opératoire. On met des canules qui aspirent le sang dans les cavités droites, hein, dans l'oreillette droite, dans la veine cave inférieure, et qui vont réinjecter dans le compartiment artériel. Donc, ça permet une assistance, si vous voulez, biventriculaire, mais de façon vraiment très artificielle et rustique, puisqu'on va pousser de manière rétrograde contre le ventricule gauche. Et la vraie différence, en fait, avec d'autres dispositifs, c'est que il n'y aura pas de débit, ou en tout cas, on va réduire le débit transpulmonaire, et c'est probablement ça l'écueil de l'ECMO véno-artériel, bien plus que le fait d'augmenter la post-charge, puisque la post-charge, vous le savez, elle est en fait liée à la pression artérielle, et en fait, l'ECMO ne fait que mettre la post-charge au niveau qu'elle doit avoir, à la pression artérielle qu'on doit avoir pour une bonne perfusion. Donc, le principal problème tient probablement au fait que le cœur n'est pas capable de se décharger, et quand le cœur n'est pas capable de se décharger, eh bien, il va passer en OAP, ce qui ne sera pas le cas lorsqu'il est capable de maintenir une certaine éjection. Alors, le problème de l'ECMO, bon, les résultats, on peut en parler, mais ça dépend de l'étiologie, ça dépend de plein de choses. Mais dans les problèmes qu'on a, et la limite de la technique, c'est toutes les complications d'ischémie de membre. Vous voyez que dans notre série, c'est à peu près un peu moins de 10% d'ischémie de membre inférieur, ce qui n'est pas négligeable, et un taux d'amputation de moins de 1%. On a montré qu'avec la cannulation percutanée, on améliorait la survie parce qu'en fait, on réduisait les complications infectieuses, mais par contre, on avait des complications vasculaires à la décannulation qu'on a réglées désormais, puisque maintenant, on utilise le MANTA pour assurer la décannulation percutanée, et depuis qu'on fait ça, on n'a plus de complications infectieuses, de complications vasculaires. Les SCARPA qui beurraient, hein, ça va parler à Eric, on en avait dans le service après les ECMO. Aujourd'hui, ça a totalement disparu. On est en train de sortir le papier, et ça a vraiment amélioré la technique et les résultats. Autre point très important pour éviter l'ischémie de membre, l'utilisation d'une reperfusion à titre systématique introduite dans l'artère fémorale superficielle. Ça a montré aussi très largement que c'était très efficace. Le problème qui reste un écueil aujourd'hui, c'est le problème de la surcharge VSG, donc l'œdème pulmonaire. Pour éviter la survenue de l'œdème pulmonaire, nous, on a recours au ballon de contre-pulsion qu'on associe systématiquement à l'ECMO. Et on l'a montré, on l'a publié, qu'associé à l'ECMO, ça serait un certain degré de décharge des cavités gauches, et ça améliorait la survie, ça réduisait le risque d'œdème pulmonaire. On l'a publié, d'autres l'ont publié aussi. Il y a cette méta-analyse-là, il y en a une autre qui est sortie l'année dernière, qui montre les mêmes résultats. C'est bénéfique pour les patients, ça réduit le risque d'œdème pulmonaire, ce qui est un écueil de l'ECMO véno-artériel. Alors malgré tout, parce qu'on utilise le ballon associé à l'ECMO dans une stratégie prophylactique pour éviter la survenue de l'œdème pulmonaire, lorsqu'il survient quand même, parce que le cœur n'éjecte pas du tout, par exemple, un infarctus massif, eh bien dans ces cas-là, on est amené à utiliser un autre dispositif. On réutilise l'Impella cette fois pour décharger les cavités cardiaques. C'est très efficace pour décharger les cavités cardiaques, c'est montré. Vous voyez d'ailleurs ici le degré de décharge qu'offrent les différents dispositifs. Et vous voyez que l'Impella est très efficace, mais quand elle est à des débits très avancés, vous voyez que le ballon est aussi efficace dans ces cas-là. Donc oui, c'est efficace l'Impella associé à l'ECMO pour décharger efficacement les cavités gauches. C'est efficace parce que ça maintient et ça restaure un flux pulmonaire, un flux transpulmonaire. Et ça, je pense que c'est en fait la clé pour permettre d'assurer une assistance un peu plus longue, un peu plus prolongée pour ces patients. Ça améliore la survie. Alors ça, il faudrait en discuter parce que quand vous regardez les courbes qui rapportent ça, il y a le papier de Papalardo, puis il y a l'autre que je vous ai présenté ici. En fait, leurs taux de survie sont quand même très mauvais. Donc, on peut s'interroger sur la conduite qu'ils ont de l'ECMO parce que je pense que quelque chose qui joue beaucoup aussi, c'est comment on conduit l'assistance circulatoire. En d'autres termes, il faut débiter suffisamment pour apporter au patient ce dont il a besoin, mais pas trop, parce que si on débite trop, eh bien, on va entraîner d'autres complications, notamment des complications au niveau du ventricule gauche, puisqu'on empêche le cœur d'éjecter et on va mettre le patient en œdème pulmonaire. Donc, en ECMO, il faut débiter pour assurer la perfusion des organes, mais laisser le cœur s'auto-décharger, mettre un ballon pour l'aider à s'auto-décharger, et si vraiment on n'y arrive pas, il faut mettre un dispositif de décharge plus agressif, soit une Impella, soit le Rashking ou une décharge transseptale ou différents autres types de décharge par centralisation. Mais nous, on évite au maximum la centralisation parce que ça entraîne derrière d'autres complications. Alors, l'ECMO, c'est très efficace pour sauver la vie des gens. C'est aussi très efficace pour poser d'autres problèmes. Là, vous avez un accident de décannulation. Ce n'est pas une photo de la pitié. Non pas qu'on n'a pas ce genre d'accident, on en a très peu, mais on en a eu aussi. Simplement qu'on ne prend pas de photos.
Mais ça évite voilà, ce genre d'accident. En général, ça marque les esprits et c'est pas le meilleur moyen d'être le plus populaire dans l'hôpital. En tout cas, en général, on s'en souvient parce que l'ECMO, ça débite beaucoup. Et donc, quand c'est décanulé, quand on a un accident de décanulation, ça saigne beaucoup, mais pas très longtemps. Donc, ça reste quelque chose d'assez dangereux. Et c'est important, voilà, la technique, elle est séduisante, hein, mais faut quand même regarder un petit peu les résultats. Alors, quand on regarde les résultats, faut jamais perdre de perdre de vue le fait que ça n'est qu'un traitement symptomatique, l'ECMO, un traitement symptomatique du choc cardiogénique. Là, on avait rapporté, nous, on l'a publié dans le JACC cette année, nos résultats sur l'ECMO véno-artériel avec toutes les étiologies. On a regardé les résultats et les résultats varient beaucoup suivant les étiologies. Il y a typiquement ce qu'on considère comme des bonnes indications, mais je vous invite à lire le papier. On a des fois des surprises parce qu'il y a des fois ce qui semble être de bons résultats, mais en fait, quand on regarde dans le temps, parce qu'on s'est intéressé à regarder les résultats à la sortie de l'hôpital, à 30 jours et également à 5 ans, quand on regarde les résultats dans le temps, il y a des fois on croit avoir rendu service aux gens, mais finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans le long terme, ça ne marche pas si bien que ça. Typiquement, l'embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire, derrière, les patients continuent de se dégrader et finissent par mourir. Pas tous, heureusement, mais on a une mortalité qui persiste, probablement parce qu'on a des lésions d'HTAP, de dysfonction droite, etc., qui vont s'installer dans le temps. Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les années qui viennent pour réfléchir à la revascularisation pulmonaire. Alors là, ça offre des grands sujets de discussion entre les chirurgiens et les interventionnels parce qu'il y a des techniques endovasculaires très intéressantes sur le sujet. Mais là, je crois qu'il y a clairement une piste. Les techniques qu'on utilise aujourd'hui en l'EP restent quand même très rudimentaires et les résultats sont là, on le voit bien. D'autres résultats sont réputés pas très bons. L'ECMO en post-cardiotomie, on dit oh, le taux de survie il est assez faible, c'est 30 et 40% de survie. D'accord. Mais quand vous regardez les résultats, 5 ans plus tard, à peu près, plus de 90% de ceux qui ont survécu sont toujours vivants. Donc en fait, ceux-là, il y en a peut-être qu'un tiers à qui vous avez rendu service, mais à 5 ans, vous leur avez vraiment rendu service. Et quand vous regardez dans d'autres étiologies, eh bien, l'infarctus, par exemple, les résultats à 5 ans sont les mêmes qu'en post-cardiotomie. Donc, c'est intéressant de regarder ces résultats et de garder à l'esprit que l'ECMO n'est qu'un traitement symptomatique du choc cardiogénique. Ça permet de repousser les échéances et de sauver la vie du patient pour gagner du temps. Pour conclure, quand on essaie de répondre à la place de l'assistance circulatoire, on se réfère toujours à ces courbes pression-volume pour essayer d'avoir des mécanismes de réflexion pour trouver une réponse. Ce qui est simple est toujours faux, et je crois que ça s'applique tout à fait là, parce que toutes ces courbes, elles sont très schématiques et caricaturales. Ça dépend beaucoup de l'atteinte myocardique sous-jacente, ça dépend beaucoup de la manière dont on conduit l'assistance circulatoire. La vraie différence entre l'Impella et l'ECMO véno-artériel, c'est que l'Impella va décharger certes le VG, mais avec un débit d'assistance qui est plus limité et elle maintient un flux transpulmonaire. Et ça, je pense que c'est un petit peu la clé. C'est ce qui fait que sur du choc, on peut durer un peu plus longtemps avec une Impella. C'est un peu plus physiologique, entre guillemets. L'ECMO véno-artériel, qui peut le plus, peut le moins, c'est vraiment l'assistance qui va permettre de se sortir d'à peu près toutes les situations, mais au prix d'un certain nombre de complications et d'une conduite de l'assistance qui est un petit peu plus compliquée si on veut avoir de bons résultats. La vraie différence, c'est qu'il n'y a pas de flux transpulmonaire. Et pour vraiment conclure, je pense qu'il faut garder à l'esprit que dans le choc, en fait, c'est un continuum entre ce que certains appellent du pré-choc et du choc plus avancé, un peu comme il y a le feu et le feu. Et je suis certain qu'on ne peut pas apporter la même réponse à tous les stades du choc cardiogénique. Très précocement, les inotropes, et je pense aussi le ballon, surtout dans le post, dans l'infarctus du myocarde. Le ballon peut avoir une place pour éviter qu'un choc bascule vers un choc un peu plus avancé. Quand on est dans du choc très avancé, le seul dispositif qui sera efficace, bien sûr, c'est l'ECMO, puisqu'il assure une assistance complète, une parfaite oxygénation, etc. Mais on l'a vu au prix d'un certain nombre de complications. Clairement, entre les deux, il y a une place pour l'Impella, qui n'est pas clairement définie actuellement, mais qui est justement pour du choc un peu entre deux, là encore, avec comme objectif probablement d'éviter de basculer vers quelque chose de plus avancé dans le choc, et justement pour éviter l'ECMO. Clairement, dans l'infarctus du myocarde, dans le choc post-infarctus du myocarde, je pense que c'est le bon dispositif, parce qu'il assure un certain degré d'assistance, un certain degré de décharge, et ça peut se mettre en place très rapidement en percutané, en salle de cathé, et c'est clairement ce qui va permettre de passer un cap pour un certain nombre de patients qui sont un peu entre deux et éviter d'avoir recours à des techniques d'assistance
un peu plus lourde. C'est un travail d'équipe, c'est des discussions en équipe et c'est la raison pour laquelle dans toutes les recommandations internationales, on plaide pour organiser les choses autour d'un centre de référence, autour d'une shock team et c'est la place de la discussion entre réanimateurs, cardiologues et chirurgiens cardiaques qui sont au cœur du dispositif de l'assistance circulatoire. Je vous remercie de votre attention et puis si vous êtes intéressé, je fais une petite page de pub à la fin. On a en ligne un site Pitié Cardiaque Institute et vous avez dessus tout un tas de tables rondes et de présentations sur tout un tas de sujets en lien avec la transplantation, l'assistance et la cardiologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. J'espère ne pas avoir trop débordé. Je crois que c'est un peu le cas quand même. Bon, merci beaucoup, professeur Le Breton. Bon, on va voir s'il y a quelques questions, mais rapidement, parce qu'on va vraiment, on a un petit peu dépassé le temps. Une très rapide remarque pour l'Impella. Nous, ça fait 4 ans qu'on demandait à Biomed de s'équiper à la réunion d'Impella, mais qui nous disent que non, parce qu'on est trop loin. Et pour l'instant, vu que c'est pas encore remboursé, ils veulent pas mettre de personnel de mise en place d'Abiomed pour la réunion. Donc malheureusement, on l'a pas encore à la réunion. Une question rapide du docteur Cholet en face, là-bas. Merci, c'était très, très intéressant. Du coup, nous, on n'a pas l'Impella. Est-ce qu'il y a des données sur comparaison Impella versus ECMO dans justement le choc cardiogénique post-infarctus? Est-ce qu'il y a des données sur ça? Non, pas vraiment. Il y a des essais qui sont en cours, mais il n'y en a pas vraiment qui comparent l'un et l'autre. La société Abiomed, qui maintenant a été rachetée d'ailleurs, a toujours un peu refusé ce genre d'essai parce que les industriels, ils n'aiment pas trop se comparer entre eux. La vraie question, je dis, c'est celle de la population à laquelle, de quel choc on parle. Si on s'adresse à du choc précoce, je suis sûr que ça peut montrer un bénéfice. Si l'ECMO elle est conduite de façon un peu rustique, en montant les débits et sans s'occuper de décharger le cœur, c'est sûr qu'on aura des mauvais résultats. Si on s'intéresse à des patients plus avancés dans le choc, là, il n'y a que l'ECMO qui peut répondre à la question. Actuellement, il y a plusieurs essais qui sont en cours. Il y a l'essai d'Unshock qui est en cours depuis des années. Il y a un essai allemand. Il y a l'essai encore qu'on pilote à la Pitié sur la place de l'ECMO dans un choc assez précoce en post-infarctus. On aura les résultats maintenant, je pense, d'ici quelques mois pour essayer d'avancer un peu sur la question. Le vrai problème, c'est que ça répond à la question là. Mais je vous dis, l'industriel n'est pas très enclin à avancer sur le sujet parce qu'ils ont été un peu échaudés par l'étude que je vous ai présentée. Vous avez voulu se comparer au ballon. Et parce que la population avait été mal sélectionnée, les résultats étaient négatifs et ça a un impact commercial qui est très mauvais. Donc depuis, ils sont assez, ils étaient assez, maintenant ça a dû changer parce que c'est plus la même compagnie, mais ils étaient très, très frileux à l'idée de faire un essai pour se comparer à un autre dispositif.